Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des Experts au féminin. Merci de votre confiance et merci Joël d'avoir tenu les rênes durant mon absence, toujours avec élégance et une belle qualité de présentation. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors exceptionnellement, Maëlle Félix-Henry n'est pas avec nous. On lui souhaite bon courage, on lui dit à la semaine prochaine. Amanda, vous êtes déjà donc en plateau et on va commencer le tour de table. De quoi discute-t-on avec vous, Amanda ? Alors avec moi, on fait plutôt de la recherche et on suit les tendances sur les réseaux sociaux. Et je crois que vous avez un sujet très intéressant, surtout avec l'approche des vacances. On va danser, il me semble. Joël, et donc avec vous, on voyage et on découvre de nouvelles saveurs. Exactement. On parle essentiellement tourisme et gastronomie dans la chronique que j'anime ici. Très bien. Cindy Bajazet, bonsoir. Bonsoir, Axel. Vous êtes fondatrice du cabinet Cindy Bajazet Consulting. De quoi discutons-nous avec vous dans cette émission ? Alors, passionnée par l'entrepreneuriat au féminin, au masculin, on parle entrepreneuriat. J'invite des porteurs de projets, des personnes en reconversion qui souhaitent se lancer en tant que chef d'entreprise et des chefs d'entreprise à nous parler de leur parcours et à nous faire découvrir leurs produits et ou leurs services. Tout un programme. Alors, ce soir, nous avons comme invitée une femme inspirante que j'apprécie particulièrement. Elle est avec nous en duplex via Skype. C'est Sandra Casanova, entrepreneure et conseillère territoriale à la collectivité de Martinique. Bonsoir Sandra Casanova. Parlez-nous de votre parcours d'entrepreneur. Comment vous êtes arrivée dans ce domaine du transport et de la logistique qui est si masculin traditionnellement ? Bonjour Axel, bonjour à toutes et à tous. Et vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Moi aussi, Axel, hein, je vous suis et vous êtes également une femme inspirante. Alors, comment je suis arrivée au transport ? Un peu parce que ma mère était elle-même dans le secteur et que ça m'impressionnait. J'étais en admiration devant ce bout de femme qui tous les jours devait se battre pour aller travailler et se faire accepter, en tout cas gagner sa place dans ce milieu très, très difficile. Et puis, chemin faisant, puisque c'est vrai que j'ai une formation scientifique à la base, mais j'ai découvert il y a une dizaine d'années les métiers de la logistique et du commerce international. Et c'est vrai que j'ai commencé à me former, à m'intéresser. Et aujourd'hui, je suis représentante en douane enregistrée et je fais également de l'optimisation douanière. Donc voilà, mais c'est par passion. Alors justement, quelle formation avez-vous suivie pour pouvoir mener au mieux les missions que vous êtes fixées dans ce circuit entrepreneurial ? Alors d'abord, c'est une formation de base. C'est vrai que peut-être que le fait d'avoir fait une terminale S, bac S, bon, on a peut-être un esprit d'analyse plus développé, mais je ne suis pas sûre parce que je fais vraiment la différence entre, j'allais dire, l'intelligence intellectuelle et l'intelligence de situation et l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, après c'est sûr que techniquement, j'ai passé un examen pour être d'abord gérante d'une entreprise de transport, puisque c'est une profession réglementée, donc vous êtes obligé de valider un certain nombre de connaissances d'un point de vue, j'allais dire mathématique, mais réglementaire aussi. Et puis ensuite, j'ai fait un master en logistique et supply chain management à la Caribbean Maritime University à Kingston, et en formation continue. Et puis, j'ai optimisé la période du Covid. Et comme beaucoup, je suppose, des fois à 2h ou 3h du matin, j'ai suivi par correspondance des cours et je suis allée, puisque c'était une formation certifiante, jusqu'à valider donc une maîtrise en optimisation douanière. Donc là, on est vraiment sur ce que Cindy Bajazet nous dit tout le temps, se former et véritablement avoir des expertises certifiées. Alors, Sandra Casanova, vous nous disiez quand on préparait l'émission que vous ne parliez pas anglais, vous ne maîtrisiez pas cette langue-là du tout et que vous êtes partie aux États-Unis en immersion pour pouvoir vous former. Racontez-nous cet épisode. Et pourquoi c'était important pour vous ? Alors, il y a une dizaine d'années, quand on a lancé l'expérience Cluster GATT Caraïbes Logistique et Transport, hein, qui est en fait une forme associative, mais qui nous permet de mettre en présence
des personnes qui, a priori, ne se rencontreraient pas, mais pour autant ont des intérêts communs. Je pense à la fois aux autorités publiques dans tout ce qui est réglementaire, mais également les exportateurs, les importateurs, les transitaires, les agents maritimes, les propriétaires, enfin les propriétaires de bateaux, quoi. Et on a travaillé sur ça et on s'est rendu compte que si on voulait rendre concret la coopération économique et l'optimisation des flux logistiques dans la Grande Caraïbe, il fallait aller à la rencontre des autres parce qu'évidemment, on ne nous a pas attendus. Et puis, la langue de travail dans toutes les organisations que je fréquente jusqu'à présent, c'est l'anglais. Donc, on a essayé, en se faisant accompagner de consultants, mais le feeling, quoi, la relation humaine n'y était pas. Et c'est vrai qu'après la première mission, je me suis dit non, Sandra, non, ton anglais, il est trop scolaire. Tu vas dire à ta famille, on va en vacances et tu inscris tout le monde en cours d'anglais. Voilà. Et familial, finalement. Partir avec les enfants, tout le monde. Voilà, alors j'en ai qu'un. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de savoir, c'est aussi des moments privilégiés d'avoir pu concilier le travail et en même temps un peu de temps qualitatif avec mon fils. Et lui aussi, du coup, on a bénéficié, même si nous n'étions pas dans les mêmes établissements et qu'on ne faisait pas exactement les mêmes choses. Mais on a, après les cours, quoi, on a eu vraiment des moments canaux, quoi. Voilà. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites et on en parle souvent ici sur le plateau des experts au féminin de cette ouverture d'esprit qu'avec une maman entrepreneur, on peut transmettre à nos enfants. C'est important pour vous de pouvoir transmettre ça à votre fils également? C'était fondamental. C'était fondamental parce qu'on parle beaucoup de la fuite des cerveaux et du retour au pays. Et ce que je constate, c'est que, parce que je suis peut-être un peu, j'ai été confrontée à ça, c'était se dire, bon, je reviens trouver un travail, mais réellement, on ne trouve pas de travail dans le sens où personne nous attend et que nos îles en particulier ont besoin de plus d'entrepreneurs et d'entrepreneurs et que quand vous n'avez pas ce que vous souhaitez, il faut créer la chose. Et donc cet esprit-là, cet esprit d'entrepreneur, je crois avoir réussi à le transmettre à mon fils, qui d'ailleurs très tôt, il a une vingtaine d'années aujourd'hui, il a 20 ans, et il commence avec ses startups, etc. Donc il essaye de mettre en pratique ce qu'il apprend dans son école de commerce. Et oui, je suis plutôt contente qu'il ait choisi cette voie. Alors justement, cette voie dans laquelle vous êtes lancé, le transport et la logistique, c'est un milieu essentiellement masculin. Comment, en tant que jeune femme, vous avez su vous faire votre place et devenir aujourd'hui une professionnelle respectée ? Alors, j'ai utilisé vraiment les premières attitudes et la posture. En fait, c'est vraiment des conseils tirés tout droit de ma mère qui m'avait dit écoute, quand tu es dans des milieux difficiles où tu es la seule femme, premièrement, tu ne laisses pas une trop grande proximité physique, quoi. Et sans être sauvage, hein, entre guillemets, mais juste. Parce que tout le monde ne sait pas se comporter, quoi. Ça, il faut le dire. Et puis on parle de il y a 25 ans, hein, donc les textes de loi non plus n'étaient pas les mêmes hein, pour protéger, en tout cas pour que chacun comprenne bien que la relation de travail, c'est la relation de travail, etc. Et puis ensuite, pour moi, la relation, elle est asexuée. Quand je suis à côté d'un homme, c'est comme si j'étais à côté... je suis à côté d'un être humain, je suis ni à côté d'un homme ou à côté d'une femme. Et donc, ça veut dire que je peux être moi-même, quelle que soit la personne en présence. Je crois que ça m'a beaucoup aidée, même si certaines peut-être se demandent comment je fais, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, encore en 2022, je me retrouve dans bien des cercles professionnels ou paraprofessionnels où je suis la seule femme.
Alors justement, en vous retrouvant bien souvent étant la seule femme, est-ce que ça vous a donné une envie particulière de pousser d'autres femmes et d'œuvrer en faveur du leadership féminin? Complètement. En fait, il y a 2012, donc une dizaine d'années, lorsque, de manière bénévole, j'ai monté le Martinique Pionnière, qui était donc le premier incubateur dédié à l'entrepreneuriat des femmes. On avait 3 critères, c'était l'audace, l'innovation et la dimension internationale des projets. Et c'est une association qui a vécu, j'ai envie de dire, le temps d'un mandat politique, malheureusement, parce que ceux qui sont arrivés après n'ont pas compris l'intérêt de soutenir ce type d'action. Moi, j'étais bénévole, je le rappelle. Mais pour autant, c'était une manière d'ouvrir les portes et les fenêtres que moi, je n'avais pas pu trouver ouvertes quand j'arrivais, quand je revenais après mes études. Et donc, et cet esprit-là, je le garde. Je crois vraiment que c'est important entre nous, entre femmes, qu'on puisse s'entraider. On n'est pas là pour se flatter. On doit être à notre niveau de maturité et de leadership en capacité d'identifier qui sont les leaders d'aujourd'hui et de demain, et en particulier chez les femmes. Et c'est notre devoir, vraiment, j'y crois vraiment, c'est notre devoir d'aider les autres femmes à avancer. Elle est très importante pour vous. Et quand on a lancé cette émission en pensant à vous, ce numéro-là, tout de suite, la thématique qui me semblait la plus appropriée, c'était la vision entrepreneuriale au service de l'engagement politique. Parce qu'il me semble que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez une autre façon d'aborder votre mandat politique. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu observer lorsque vous avez fait venir Sa Majesté Drolor Bossoa-Damé du Ghana pour une conférence sur le leadership inclusif que vous avez co-organisé avec le CNFPT Martinique. Donc tout cela aussi, pour vous, c'est important, ce type de démarche, même en politique? Je pense qu'on ne peut pas inlassablement faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Je crois également que notre situation historique fait que nous sommes dans un cadre à la fois institutionnel, mais également un cadre de pensée. Et nous essayons de nous adapter en fait à cette boîte, alors qu'il nous convient d'inventer, d'imaginer le cadre dans lequel nous voulons évoluer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller vers de l'innovation, voire certainement de la disruption à certains moments. Et donc, on a besoin de leadership pour ça. Le leader, pour moi, est celui qui a une vision, qui libère sa créativité, mais qui surtout est en capacité de maîtriser le risque que contient chaque innovation, chaque audace entrepreneuriale, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est entreprendre dans le sens d'aller vers quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et le leadership transformationnel, c'est comment moi je peux être cet agent du changement que j'imagine, que je souhaite, que je visualise tous les jours, non pas dont je rêve, mais que je visualise. Et quel est cet héritage que je veux laisser pour les enfants de demain? Bien. Alors, comment est-ce que l'on passe d'entrepreneur engagé, effectivement, pour la cause des femmes, à aujourd'hui conseillère territoriale à la CTM de Martinique? L'engagement politique, c'était une suite logique pour vous? Non. Absolument pas. Le moment de bascule, qui vous a convaincu? Il y a plusieurs composants. D'abord, c'est garder son idéal ou ses idéaux, savoir où on va et pourquoi on veut y aller, et savoir qui on est. Et quand vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas et que vous pensez vraiment que vous pouvez porter votre pierre à l'édifice, je pense qu'on est fautif si on n'agit pas. Nous sommes fautives, puisqu'il y a essentiellement des femmes là, sur le plateau. Et donc, je devais aussi m'engager. Il y a aussi cette rencontre avec le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, où les relations n'ont pas toujours été évidentes.
mais il y a eu un dialogue. Et à partir du moment où on s'est expliqué, où on a partagé aussi nos visions, je savais que je pouvais considérer qu'il était un leader pour notre territoire et par conséquent m'engager à ses côtés. Une démarche assez audacieuse envers vous, hein, puisque vous le critiquiez, je crois, à un moment, et il est venu vous chercher en vous disant « D'accord, c'est bien beau de critiquer, maintenant, comment est-ce qu'on peut construire ensemble, si je ne me trompe pas ?» Alors, c'est un peu plus étendu dans le temps. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai été confrontée à des problématiques d'appel d'offres, où à l'époque, il était président d'une collectivité. Et on ne s'est pas entendu parce qu'on n'avait pas les mêmes intérêts et que d'un point de vue de la temporalité, j'imagine, des projets, on n'était pas au rendez-vous. Mais ce qui est important justement pour des personnes de caractère, parce que j'ai aussi un fort caractère, Monsieur Letchimy aussi, c'est à un moment donné, on s'assoit et on se dit, mais en fait, nous, on n'a pas de problème l'un et l'autre, mais on a une problématique sur nos projets. Mais à certains moments, eh bien, il faut accepter que nous sommes dans des contraintes différentes. Et donc, ma contrainte entrepreneuriale n'était pas la contrainte du président de collectivité qu'il était, de communauté d'agglo à l'époque. Et donc, voilà. Ensuite, il y a l'échange et il y a le partage de vision. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir si on peut s'inscrire ou pas dans la vision et si on peut faire un bout de chemin ensemble. Il y a aussi quelque chose de très important, et ça c'est au contact des personnes que vous pouvez le percevoir, c'est est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un d'intègre, est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est capable de mettre en avant l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel, et surtout est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne va pas faire d'un problème personnel, ne va pas utiliser un pouvoir qui lui a été donné pour régler des problèmes personnels. Et donc, à partir du moment où j'avais validé ça, et vraiment de manière très contrastée par rapport à ce que j'ai vécu sous l'autre mandature, alors que je rappelle quand même que j'ai été personnellement attaquée alors que j'étais juste bénévole dans des associations qui faisaient un travail collectif. Donc, il n'y avait pas photo, c'était normal que moi je m'engage et je ne pourrais pas en faire autrement. Si demain quelqu'un me dit tu pouvais changer et tu n'as rien fait, je dirais mais j'ai essayé. Alors justement, à la collectivité territoriale de Martinique, vous êtes présidente de la commission stratégie logistique du territoire. Alors ce n'est pas un type de commission qu'on a l'habitude de voir ailleurs. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, vous allez le voir de plus en plus, hein, parce que les stratégies logistiques pour un territoire, c'est de manière très concrète comment j'insère mon territoire dans les réseaux internationaux et comment, à l'intérieur du territoire, je fais un aménagement cohérent, comment j'organise les flux matériels et immatériels. Donc, ça veut dire à la fois autant le déploiement d'Internet que les axes routiers, que les principaux bâtiments. Et donc, c'est un métier qui a une trentaine d'années, la logistique, très clairement, au niveau français. Et donc, c'est pas très connu. Généralement, les gens, ils confondent transport et logistique. Or, le transport, c'est un maillon de la chaîne logistique, c'est-à-dire de la chaîne d'approvisionnement. Et ça m'amène en fait à travailler à la fois sur la dimension coopération. Donc, je suis souvent invitée aux réunions en lien avec la coopération internationale et régionale en particulier, mais également sur les infrastructures à impact régional. Justement, quelle est votre vision de la coopération caribéenne ? C'est important, à votre avis, pour nos territoires français de la Caraïbe de s'insérer avec notre environnement caribéen et américain ? C'est fondamental. On a perdu beaucoup de temps et on en a surtout fait un concept. Et c'est ce que j'ai découvert il y a une dizaine d'années. Parce que quand vous rencontrez des personnes
qui ont des responsabilités importantes et qui vous disent, mais vous savez, on n'a jamais intégré dans nos recherches ou dans nos projections la Caraïbe française. Ça veut dire qu'on a manqué en termes de communication, on a manqué en termes de relations entre nos territoires, de relations interpersonnelles. Et quand on comprend mieux l'histoire des colonies jusqu'à notre organisation, la départementalisation, etc., on comprend bien qu'il y a eu une volonté de maintenir un lien de dépendance économique en particulier, mais aussi culturelle, très fort, peut-être trop fort, ce qui nous a mis un peu hors sol par rapport à notre environnement naturel et ce qu'on appelle, ce que Aimé Césaire appelait la géographie cordiale. Donc, il n'y aura pas de développement économique sans coopération réelle avec les territoires qui nous environnent. Vous avez vu avec les 2 ans de Covid, ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs le PDG de la 3e compagnie maritime française, pour ne pas les nommer, CMA-CGM, M. Saadé dit on a assisté à une régionalisation du sourcing et de la production. Donc c'est à nous de nous adapter. N'attendons pas que des grands groupes viennent faire pour nous le travail. On a l'intelligence de le faire. On a aussi, je pense, de plus en plus, j'ai vu ce que vous avez fait, Axel, et bien d'autres, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, il y a quand même de bonne volonté pour aller vers l'autre. Il faut arrêter de penser que les autres ont besoin de nous et qu'on n'a pas besoin d'eux. Donc la relation humaine, elle est fondamentale pour pouvoir créer de la relation économique. L'innovation a tout son sens, selon vous? L'innovation a tout son sens parce qu'il faut, et je reviens sur la dimension leadership, il faut changer le mindset, il faut changer l'algorithme qui nous fait nous tourner exclusivement vers la France. Il faut qu'on parle aussi d'autonomie alimentaire. On peut pas se satisfaire d'une manière plus globale au-delà de l'aspect alimentaire, mais de recevoir 80-90% de nos flux directement de la France. Qu'adviendra-t-il de nous si demain les ports sont bloqués parce qu'il y a un cyclone ou parce qu'il y a une guerre en Europe, donc les bateaux n'arrivent plus jusqu'à nous? Qu'aurons-nous fait à la fois pour travailler sur nos territoires, développer notre agriculture et en même temps développer la relation, les circuits courts avec nos voisins? Comment pouvons-nous être complémentaires? Comment pouvons-nous faire émerger un modèle économique caribéen dans lequel on s'insérerait? Il faut qu'on arrive à intégrer la CARICOM, c'est en chemin au niveau de la Martinique. Nous sommes dans la démarche. Comment arriver à une notion de ciel unique caribéen comme il existe un ciel unique européen? Comment pouvons-nous justement, par notre implication dans des organisations comme l'Association des États de la Caraïbe, l'OECS ou bien d'autres avec l'Amérique latine, l'Amazonie, etc. Comment pouvons-nous redéfinir en fait notre destin, parce que ce que nous faisons là, c'est un travail à court, à moyen et à long terme, et nous devons laisser un héritage pour nos enfants. Très bien. Alors, Sandra Casanova, on a vu que vous avez réuni il y a quelques jours, sous la présidence de M. Letchimy, les acteurs, les professionnels des carburants en Martinique dans le cadre d'un état d'urgence sur les prix, c'est cela? Qu'en est-il ressorti de ces discussions? On sait que les prix flambent partout. Vous êtes sur la bonne voie en Martinique? En tout cas, nous essayons d'être sur la bonne voie. Le président Letchimy a fait d'abord une réunion globale avec je vais dire, les principaux secteurs qui subissent une forte inflation. Et donc, et ensuite, il a demandé à 3 élus de prendre en charge une commission. Donc moi, j'ai en charge la commission des hydrocarbures. L'idée, c'est d'échanger avec les différents opérateurs, de remonter la chaîne de valeur, la chaîne logistique, pour comprendre qui sont les intermédiaires. Et puisque nous sommes dans le secteur économique,
Donc, il n'y a pas de philanthrope. L'idée, c'est de savoir qui gagne quoi, ce que ça coûte à chacun. Et même si on a affaire aujourd'hui à des prix qui sont effectivement régulés par l'État, je rappelle que ces prix-là avaient été la base, en fait, la constitution des prix, le référentiel, c'est 1968 ou avant. C'était l'époque de la raffinerie publique, etc., etc. Donc il y a un certain nombre d'événements qui se sont passés. Et la problématique, c'est que chaque année, on dit que le carburant est cher, et encore plus quand on a une inflation mondiale, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il y a 2 ans de Covid, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que chacun est prêt à mettre, chacune et chacun, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table? Alors, la collectivité territoriale de Martinique dit qu'elle est prête à mettre en jeu un certain nombre de taxes, et on a clairement défini ce que représentait pour nous la quote-part sur 1 litre de gazoil ou d'essence, etc., etc. En fait, c'est ce travail qu'on a fait pour savoir ce que chacun, la décomposition du prix, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Voilà. Bon, on ne va pas y arriver à une réunion, mais je ne veux pas non plus qu'on soit là à discuter pendant 6 mois. On n'est pas en train de faire des choses pour faire des choses. La question qui revient souvent, et vous n'y couperez pas, c'est est-ce que finalement la régionalisation du sourcing en hydrocarbures, ça reste une utopie avec toutes ces normes européennes auxquelles nous sommes soumis, et aussi l'aspect géostratégique du sourcing en hydrocarbures chez nous. Au final, est-ce qu'un jour on va pouvoir s'alimenter au Venezuela, par exemple ? Alors, il faut savoir qu'au niveau international, mais en particulier en Europe, on a prévu d'aller vers de l'énergie décarbonée d'ici 2040. Donc, bien sûr qu'on pourrait s'approvisionner à proximité, même si ce n'est pas la même composition dans le produit de base, et que vous savez que la dégradation de l'hydrocarbure vous donne différents produits, etc., dont le gaz, in fine. Mais donc ça voudrait dire quoi? Une adaptation des équipements. On sait qu'aujourd'hui, une partie du carburant vient d'Europe du Nord, et il y a une partie qui vient et qui est déjà raffinée également. On sait que une autre entreprise très, très puissante s'approvisionne autre part qu'en Europe, même aux États-Unis. On nous parle de normes également. En fait, c'est une volonté politique et c'est une adaptation des équipements. Et après, qu'est-ce qu'on veut en faire effectivement? C'est-à-dire les sous-produits, est-ce qu'on peut ou pas? Moi, ce que je dis, c'est que dans la balance, si on est vraiment dans une démarche de protection de l'environnement, il faut mettre tout ça dans la balance et savoir est-ce que notre empreinte carbone, elle est plus ou moins importante si on continue à s'approvisionner en Europe du Nord et à distiller ici, ou bien est-ce qu'adapter les équipements et prendre des hydrocarbures au Venezuela ou au Guyana demain ou à Trinidad. Je n'ai pas la réponse puisque ce sont effectivement des études qu'il faut faire pour mesurer l'impact carbone que cela causerait. Et aussi, en termes économiques, qu'est-ce qu'on aurait comme résidus de produits et comme revalorisation possible des produits résiduels. Donc, c'est assez complexe. C'est assez complexe, mais moi, je ne m'interdis pas ce type de réflexion, bien au contraire, parce qu'il y a une réalité, vous l'avez dit, à la fois géopolitique et géoéconomique. Et donc, ce n'est pas en mettant la tête dans le sable qu'on va réussir à avancer. Notre entretien touche à sa fin, Sandra Casanova. J'ai envie de vous poser cette question. En tant qu'entrepreneur, est-ce que vous pensez que cette vision qui vous vient du privé vous aide à faire mieux avancer les choses au niveau politique? Oui, parce que en fait, il y a une sorte d'exigence de résultats dans des délais courts. Mais en fait, ça ne servirait à rien si on n'arrive pas à amener avec soi le plus grand nombre. Donc on revient à la notion de leadership. Je crois qu'il faut à la fois expliquer la vision, même si c'est sur la
petite partie sur laquelle je dois influer. Je crois que c'est important à la fois de dire la vision, de l'expliquer et d'être sûr qu'on arrive à enrôler avec soi les belles énergies qui nous entourent, parce qu'il y a des gens de très grande qualité au sein de la collectivité. Mais il faut qu'on arrive à travailler de manière transversale, en mode projet, en faisant émerger cette vision et cette intelligence collective, et en se mettant en mode travail collaboratif, quoi. Voilà. Question, quels sont les événements, les projets sur lesquels on peut vous retrouver? On sait que vous êtes toujours en train d'organiser des choses très intéressantes. Alors, on a créé un concept qui s'appelle Innovate Martinique, puisqu'en fait, je suis aussi en charge des politiques de la recherche et de l'innovation au sein de la CTM. Et on a un cycle de conférences tous les troisièmes jeudis du mois, sauf exception. Des fois, il y a un mois où c'était un peu compliqué de tenir les délais, mais en règle générale, la communauté qui grossit, hein, parce qu'on a quand même de plus en plus de followers et on essaye d'être présent sur tous les canaux disponibles au niveau des réseaux sociaux. On parle de leadership et d'innovation, et surtout nos rencontres sont bilingues, toujours français-anglais. On essaie d'avoir à la fois des invités francophones et anglophones ou hispanophones, mais peu importe, on maintient cette langue anglaise pour montrer notre volonté d'ouverture. Ensuite, nous allons travailler sur vraiment le développement économique et la dimension intégration régionale par une meilleure insertion de la Martinique dans les chaînes d'approvisionnement. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de compléter. Très bien. Merci beaucoup. Merci Axel, merci à vous et à très bientôt. Très belle rencontre avec Sandra Casanova. Alors, j'ai eu le privilège de déjeuner avec elle en Martinique autour de la conférence ministérielle des RUP. Et c'est une femme formidable. Elle a une énergie extraordinaire et j'espère qu'on pourra bien la voir, un de ces quatre, en Guadeloupe pour un événement, pourquoi pas les experts au féminin. Alors, chères téléspectatrices et téléspectateurs, on se retrouve pour la seconde partie avec nos chroniqueuses après la pause publicitaire.